Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. État des lieux et perspectives, c'est le thème de la table ronde de la presse qui aura lieu du 19 au 20 février prochain. En prélude à l'événement, le Conseil national du patronat de la presse béninoise a donné une conférence de presse ce mardi. La ville de Savès s'apprête à accueillir la deuxième édition de l'Ascension des Mamelles, un événement annoncé ce mardi par les organisateurs. Et puis, les manifestations ne discontinuent pas dans les rues en Birmanie. L'envoyé de l'ONU dans le pays se dit terrifié par la situation. Bienvenue à toutes et à tous. En prélude à la tenue de la table ronde de la presse béninoise les 19 et 20 février 2021, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, organisateur de cette rencontre, a donné une conférence de presse ce mardi 16 février. Objectif, annoncer l'événement et surtout les raisons de son organisation. Suivez les précisions avec le président du CNPA au micro de Cano-François, Humbeli-Rento et Romaric de Vauchy. Après les premiers et deuxièmes états généraux de la presse de 2002 et 2014, le monde des médias se prépare à vivre un autre événement qui va marquer un tournant décisif sur son parcours. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de la table ronde ayant pour thème Presse béninoise, état des lieux et perspectives. C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des deux états généraux pour un nouveau départ. Car depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le CNPA Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patrons de presse au Bénin, initie cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Il s'agira, au cours de cette table ronde qui se tient les 19 et 20 février, de trouver les voies et les moyens de sortir les entreprises de presse de cette crise. Des questions relatives à la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat, la régie publicitaire et bien d'autres seront abordés. Le CNPA Bénin invite donc tous les patrons et promoteurs à se mobiliser pour cette rencontre qui vise à sortir la presse béninoise de la précarité. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné un point de presse ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération face aux hommes des médias. Alain Orunla s'est prononcé sur les faits marquants de l'actualité, entre autres préoccupations, le parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Carole Olaye et Denis Marouya pour les précisions. Mettre fin aux différentes polémiques nées du déroulement du calendrier électoral dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021, c'est ce qui justifie cette sortie du porte-parole du gouvernement. Alain Orunla a d'abord salué la réussite que connaissent les réformes au plan politique à travers les changements positifs qui s'opèrent au cours de ce processus électoral. En 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques.
La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion. En attente de la décision de la Cour constitutionnelle sur la régularité des 3 duos retenus pour la présidentielle prochaine par la Sénat, le porte-parole du gouvernement s'est attelé à prouver la bonne foi dont a fait montre le président Patrice Talon en rendant libre le parrainage des élus de la nation aux différents candidats. Et si les candidats des démocrates n'ont pu obtenir le nombre de parrains exigés par la loi, ce n'est point de la faute de celui qu'accusent les responsables du dit parti. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying, toute l'influence qui pouvait être la sienne afin que les parrainages soit rendu disponible à tous les candidats et les duos de candidats. Cette disponibilité était marquée également à l'endroit du parti Les Démocrates. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je veux parler de notre compatriote Rondeté Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé, jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ceci explique évidemment qu'aucune démarche n'a été entreprise officiellement par les dirigeants de ce parti politique pour aller à la recherche de ce parrainage, qui n'est pas un marché, qui n'est pas l'objet d'un marchandage, mais peut-être de tractation politique et surtout d'un travail actif de conviction des parrains potentiels, je veux parler des députés et des maires, afin que leur projet de société, leur candidature jugée crédible puisse être adoubée. Pour le ministre Alain Oronla, ce processus électoral en cours au Bénin reste donc transparent et inclusif. Il en veut pour preuve les autres candidats de l'opposition qui affronteront bel et bien le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession le 11 avril prochain. Et puis, le ministère de l'Économie et des Finances a organisé une rencontre d'échange avec la presse béninoise pour expliquer les nouvelles réformes de digitalisation et de dématérialisation des factures normalisées. C'était ce lundi 15 février 2021. On fait le point avec Laurette Kankangbe. Plus besoin d'acquérir les machines électroniques certifiées de facturation avant de délivrer les factures normalisées. Les entreprises, les consultants individuels et les prestataires de services peuvent délivrer des factures normalisées à leurs clients via un système dématérialisé, le IMSF. Cette réforme est l'objet de cette rencontre avec la presse au cours de laquelle le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a présenté les avantages. La réforme des factures normalisées, elle consiste, comme vous le savez déjà, pour les entreprises à délivrer des factures certifiées ou normalisées à leurs clients à l'aide d'une machine. Cette réforme, faut-il le rappeler, avait déjà été expérimentée avec succès en 2018 et la loi de finances 2020 a prévu sa généralisation à toutes les entreprises du Bénin. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a mis en place un système dématérialisé, le IMSF, qui permet aux consultants individuels, aux prestataires de services et aux autres entreprises de délivrer leurs factures normalisées directement en ligne sans avoir besoin d'acquérir une machine. À terme,
toutes les autres entreprises pourront utiliser cette version dématérialisée. La présente rencontre d'échange avec vous s'inscrit dans une dynamique en cours à la Direction générale des impôts depuis quelques années, celle d'assurer aux usagers la bonne information. Damas Onsounou, directeur de la planification et du suivi-évaluation, explique les méthodes prises par la Direction générale des impôts afin de faciliter la mise en œuvre de ce système. La version dématérialisée, telle que ça a été conçu, c'est tout le monde qui peut utiliser. Que l'on soit consultant individuel ou entreprise, on peut l'utiliser. Mais seulement la Direction générale des impôts, comme d'habitude, a choisi d'aller vraiment de façon méthodique. La DGI, avec l'aide du ministre de tutelle, donc, a pris toutes les dispositions pour que cette réforme vraiment soit pérennisée. L'utilisation des IMSF garantit la confiance des investisseurs, associés et actionnaires et sera généralisée à toutes les entreprises. La ville de Savès s'apprête à accueillir la 2e édition de l'Ascension des Mamelles, un événement sportif mais empreint de culture, d'éducation et d'histoire. C'est dans ce cadre que les organisateurs étaient ce mardi 16 février face à la presse. C'était au siège du Comité national olympique. Frédéric Espoir au Mombo. La ville de Savès accueillera le 3 avril prochain un événement sportif de taille. Il s'agit de la 2e édition de l'Ascension des Mamelles de Savès, un événement qui va au-delà du creuset sportif. On a besoin de retenir qu'il s'agit d'un événement sportif. Mais un événement sportif qui met dans son trolley des habits de culture, d'éducation et d'histoire. Je le dis parce que il ne s'agira pas de courir seulement à travers la ville de Savès, mais il s'agira d'aller aussi sur la colline, parce que ça fait partie de ce que Dieu a donné de plus beau à la ville de Savès. Donc, en traversant la ville, on va découvrir la culture de Savès. En allant sur la montagne, on va découvrir ce que c'est que la montagne. Ça fait que on est en face d'un événement à double force. Pour le maire de Savès, cette activité sportive que propose sa commune offre assez de découvertes. Traverser la brousse comme des chasseurs, vous allez découvrir ça. Rouler ou marcher ou courir à côté des rails, vous allez découvrir ça. Et le hit même, c'est l'ascension des Mamelles de Savès. La Fédération béninoise d'athlétisme ne veut pas rester en marge des performances. La Fédération ne peut pas rester en marge de cet événement. C'est pourquoi nous avons pris à bras le corps et dit nous allons accompagner l'événement techniquement pour que les performances qui seront issues de cette compétition soit une performance qui puisse être inscrite dans les lettres d'or de la Fédération béninoise d'athlétisme. Il en est de même pour le Comité national olympique béninois. Le président du Comité national olympique et sportif béninois, M. Julien Minavoa, a marqué son soutien à cet événement tout simplement parce que lorsque nous entendons ailleurs l'ascension du mont Cameroun, c'est un événement qui est devenu planétaire. Et le maire avait commencé à parler des bienfaits du sport. Vous imaginez, celui qui fait ce trajet et qui va jusqu'au-dessus de ces collines-là, il a payé, sans sortir de l'argent, une ordonnance médicale.
Au-delà du caractère culturel, culinaire et éducatif de cette activité sportive, le vœu des organisateurs est que l'ascension des mamelles de Savet soit normalisée au plus tôt possible pour s'ouvrir à des athlètes de renommée internationale. Dans le département du Koufo, les fidèles et adeptes de la divinité Losu Loshi se sont retrouvés le week-end dernier autour du dignitaire Hueto Medjiko Chami. C'était dans le cadre de leur rencontre annuelle qui s'est tenue dans une localité dans l'arrondissement de Lanta. Jonas Botti pour le point. Ils sont venus de toutes les régions du Bénin et d'autres pays africains pour prendre part à ce rendez-vous annuel en l'honneur de la divinité Losu Loshi, une ressource spirituelle africaine dont le dignitaire Hueto Medjiko Chami fait découvrir la puissance à ceux qui assistent impuissants à l'assombrissement de leur vie suite à de malheureux événements qui bouleversent le cours normal de leur existence. C'est depuis 1968 qu'il a commencé par faire des cérémonies. Si on t'a amené dans la chambre et tu l'as vu là, il faut savoir que tu es guéri. Avant qu'on commence les vraies choses, il faudrait qu'on aille sous un arbre qu'on appelle Iroko. C'est ce trajet-là qu'on est en train de faire maintenant. Il y a des rituels que nous allons faire tout à l'heure là. Nous sommes dans le département du Koufo ce samedi 13 février 2021, tandis que les non-initiés se laissent distraire par cette ambiance apparemment culturelle. Le cultuel impose aux initiés, selon leur degré d'initiation, des limites à ne pas franchir dans ce village de Tokamemotu, dans l'arrondissement de Lanta. Les vrais rituels vont commencer tout à l'heure dans la clôture de l'Iroko. Les grandes prières commencent ici et le reste se fait dans la chambre là-bas à la maison. C'est une seule fois qu'on vient par an. C'est les vrais adeptes qui rentrent au pied de l'Iroko. Après avoir confié à la divinité les vœux de prospérité sur tous les plans, les initiés font pleuvoir sur le dignitaire des billets de banque, signe de gratitude pour la satisfaction aux prières de l'année précédente. C'est l'héritage de ses ancêtres. Et comme il a pris la voie des ancêtres, tout est bon et nous accompagne. Nous n'avons connu que le vaudou. Nous y sommes nés et y avons grandi. Tout comme nos ancêtres, nous y demeurons. Nous n'allons pas abandonner nos valeurs traditionnelles. L'abandonner, c'est se perdre. C'est depuis 19 ans que je viens dans ce village. Si je n'y trouvais pas satisfaction, je ne continuerai pas à venir. Au nombre des personnalités aperçues à cette rencontre, il y avait le prince héritier du roi Glélé. Il se dit fier de cet héritage légué par les ancêtres. Vous savez qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et tout ce que nous avons comme de culture aujourd'hui émane des religions endogènes que nos aïeux nous ont laissées depuis plus de 400 ans. Et il est tout à fait normal que ceux aujourd'hui qui sont les détenteurs de ces richesses-là puissent les conserver et les léguer aux générations montantes. Nous sommes fiers d'appartenir à ce Bénin, Est-Dahomey, avec ces valeurs que nous avions laissées, qu'aujourd'hui nous avons nos pères qui se sont y attachés très profondément. Hors du couvent et ôté des parures sacrées, le dignitaire nous parle des bienfaits de cette divinité. Les adeptes de ce vaudou ne connaissent pas de mort subite. Ils sont à l'abri de la précarité et toutes les demandes positives sont exaucées. Il est foncièrement contre le fait que certains dignitaires mettent le pouvoir spirituel à la disposition de jeunes gens qui l'exploitent à des fins inappropriées. Il n'est pas bon d'user du pouvoir du vaudou pour faire du mal. Ceux qui le font offensent la nature. Hueto Medjiko Chami ne s'inquiète pas pour la prochaine élection présidentielle au Bénin. Il rassure que tout se passera bien. Cette élection se déroulera dans la paix et la quiétude. Il n'y aura pas de trouble. Les divinités africaines sont les rares ressources du continent que le colonisateur n'a pu s'approprier.
Et inlassablement, de dignes Africains comme ce dignitaire se battent pour préserver la spiritualité africaine contre les farouches assauts des religions étrangères. Hors du continent, en Birmanie, des milliers de manifestants défilent ce jour. L'envoyé de l'ONU dans le pays se dit terrifié par la situation. Il a alerté sur des mouvements de troubles militaires autour de la capitale. Mais la mobilisation contre la prise du pouvoir il y a 15 jours contre l'armée ne faiblit pas. De son côté, la présidente déchue Aung San Suu Kyi a été inculpée ce mardi pour une deuxième affaire. Renversée le 1er février dernier, Aung San Suu Kyi est depuis assignée à résidence dans un lieu tenu secret. Ce mardi, les militaires au pouvoir ont tenu à rassurer le monde entier sur l'état de santé de l'ancienne présidente de facto. Nous gardons Do Aung San Suu Kyi et You Win Mint dans un endroit plus sûr pour leur sécurité. Ils sont en bonne santé. Ce n'est pas comme s'ils avaient été arrêtés. Ils sont logés chez eux. Nous allons continuer à nous conformer à la loi. Nous allons procéder conformément à la loi. Je tiens à dire que nous n'irons pas au-delà de la loi. Poursuivi pour avoir importé illégalement des talkie-walkie, Aung San Suu Kyi était de nouveau convoquée au tribunal ce mardi. L'ex-dirigeante de 75 ans a été mise en examen pour un nouveau chef d'inculpation. Une nouvelle audience aura lieu le 1er mars. Aung San Suu Kyi est poursuivie pour un nouveau dossier. Elle a été inculpée en application de la sous-section 8 de la loi sur les exportations et les importations et aussi de la section 25 de la loi sur la gestion des catastrophes naturelles. Mobilisés et déterminés, les Birmans continuent quant à eux de manifester dans tout le pays. À Rangoon, des moines bouddhistes se revendiquant de la révolution du safran de 2007 ont défilé devant la représentation locale des Nations Unies. Dans la capitale Naypyidaw, les Birmans se sont réunis devant le tribunal pour appeler à la libération d'Aung San Suu Kyi. Nous ne voulons pas d'une dictature militaire, nous devrons donc nous battre contre eux jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Cela fait longtemps que nous ne voulions pas de junte. Nous, ainsi que nos parents, avons beaucoup souffert à cause d'eux. Nous ne voulons pas d'eux. Si nous voulons qu'Aung San Suu Kyi soit libérée, c'est parce qu'elle est une dirigeante de notre pays. Elle traite tout le monde équitablement, elle soutient le bon camp, c'est une mère pour tout le pays. Dans le même temps, la répression militaire grandit dans le pays. Les tanks sont de sortie et l'armée recourt à des tirs de balles en caoutchouc et à balles réelles contre les protestataires. D'importantes coupures d'Internet ont été signalées pour la deuxième nuit consécutive. L'armée birmane nie toute implication de Pékin dans ces interruptions de réseau Internet. L'ambassadeur chinois a de son côté déclaré que la situation en Birmanie n'est pas, je cite, ce que la Chine voudrait voir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.